Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI. Le WDI, c'est l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, puisque c'est en fonction de leur sexe que les femmes subissent des violences et non pas en fonction d'un ressenti quelconque. Notre déclaration, elle compte déjà plus de 39 000 signataires à travers le monde et nous vous invitons à la signer à votre tour si ce n'est pas déjà fait. Notre déclaration, elle se compose de 9 articles parmi lesquels l'article 1 réaffirme les droits des femmes sont fondés sur le sexe. L'article 4 réaffirme le droit des femmes à la liberté d'expression et d'opinion. Et l'article 8 réaffirme la nécessité d'éradiquer la violence à l'égard des femmes. Alors aujourd'hui, nous recevons Annie-Ève Collin. Annie-Ève Collin est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise de philosophie de l'Université de Montréal. Et son mémoire de maîtrise porte sur les rapports entre le multiculturalisme et l'égalité des sexes. Elle enseigne la philosophie au niveau collégial. Le niveau collégial, c'est à peu près au niveau à partir de 17 ans. Elle défend la primauté épistémique de la science et considère que les questions éthiques et politiques, y compris les questions de droits humains, ne peuvent pas obtenir de réponse adéquate si les réponses ne sont pas informées par des données scientifiques. Selon elle, il ne peut y avoir ni équité, ni justice, ni prospérité sans souci de vérité. Annie-Ève appuie la laïcité et considère que la laïcité doit s'appliquer non seulement aux religions, mais aussi aux théories postmodernes, incluant la théorie queer. La théorie queer, elle la définit en bref comme la théorie selon laquelle on serait homme ou femme par son genre ou son identité de genre, plutôt que par son sexe. Affirmer qu'on aurait une identité qui transcenderait la réalité matérielle, ça relève, selon elle, de la croyance métaphysique. Et l'État doit laisser les croyances métaphysiques à la discrétion de chacun. Alors, nous avions déjà reçu Annie-Ève dans un précédent webinaire dans lequel elle nous avait exposé sa critique très pertinente de l'idéologie queer, et je suis ravie de la recevoir à nouveau. Personnellement, parce que je ne suis pas la seule à avoir été sidérée en découvrant le mouvement transactiviste, évidemment sidérée par sa violence et par la remise au goût du jour de thèses masculinistes qui sont déguisées en progressisme. Mais le sexisme ordinaire et les thèses qui prônent la soumission des femmes, on connaissait déjà. Et nos aînés l'avaient combattu avant nous, avaient démonté ces arguments de façon rationnelle en s'appuyant sur des faits, à tel point que les critiques féministes sont aujourd'hui inscrites dans le droit international. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans cette découverte, dans cette nouvelle forme de masculinisme, le transmasculinisme, que je découvrais vraiment avec sidération, parce que nier la réalité des violences faites aux femmes, ce n'était pas une nouveauté. Mais ce qui était nouveau avec l'idéologie queer, c'est d'imposer le relativisme comme un principe, chacun sa vérité, et de refuser toute rationalité au prétexte que la raison, ce serait l'arme des dominants et que les propos raisonnables, ça leur fait de la peine, en fait. Le principe de base de toutes leurs discussions, c'est le ressenti individuel. Et une fois ces préalables imposés par eux, plus aucune discussion n'est possible. Et vraiment, je souffre d'une phobie terrible envers tout discours irrationnel. Et je ne suis pas la seule, hein, Annie-Ève va nous en parler. On est plusieurs à avoir subi du harcèlement de leur part. Et leurs discours sont complètement insensés. Personnellement, ça m'a plongée dans un état de sidération intellectuelle très angoissant. Parce que face à des gens qui refusent par principe la raison, ben, on est désarmé. Et c'est le mouvement queer qui m'a rappelé l'importance de certains principes fondateurs, comme la liberté d'expression, la rationalité. Je pensais même plus à les défendre tellement que ça paraissait aussi naturel que l'air que je respire. Alors voilà, c'est pour ça que vraiment je remercie chaleureusement Annie-Ève pour ses vidéos précieuses. Elle a une chaîne YouTube, hein. Sa pensée rigoureuse, vraiment, ça a souvent été un baume quand je subissais le harcèlement sur l'angoisse qui était provoquée par les absurdités des queers. Des fois, je dis en rigolant que ça faisait partie de mon armoire à pharmacie. Parce que le noyau de la critique de Annie-Ève, c'est que l'idéologie queer, ça repose sur des affirmations fausses et que c'est une théorie illogique.
Voilà, c'est une critique qui est particulièrement intéressante, enfin moi qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle pointe, c'est l'atteinte à la raison et au principe de vérité, qui est selon elle, la base de toute, défense des droits humains. Alors, malheureusement, depuis 10 ans, elle se fait intimider surtout sur internet, mais on a aussi tenté de l'intimider pour l'empêcher d'accéder à certains endroits publics ou encore de la salir auprès de responsables de certains lieux pour que l'accès lui soit interdit. Des militants ont cherché à lui faire des problèmes à son travail, voire à la faire congédier, à mentir carrément à son sujet. Alors elle se fait intimider parce qu'elle défend la laïcité de l'État, parce qu'elle est personnellement antithéiste et aussi parce qu'elle refuse qu'on remplace la référence au sexe par la référence à l'identité de genre. Et cette intimidation qu'elle subit, elle est devenue encore pire depuis 2 ans, depuis qu'elle s'est permis de critiquer publiquement une exposition qui avait été présentée au Musée de la civilisation de Québec au Canada. Et dans ce webinaire, elle va témoigner de ce qu'elle a vécu particulièrement depuis 2 ans. Alors bonjour Annie-Ève. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que, Ghislaine, tu pourrais montrer la diapo 2 de mon PowerPoint pour que je puisse donner une idée à nos auditrices? Donc, effectivement, ça fait plus que 10 ans que je me fais harceler. Puis, étant donné que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver une vidéo assez longue dans laquelle je fais un bilan de l'intimidation qui date d'il y a 2 ans. Je vais passer assez rapidement. Je vais surtout vous parler de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Mais bon, je vais vous parler de quelques exemples saillants d'abord de tentatives pour me faire perdre mon gagne-pain. Je vous dirais qu'à chaque session, je crois qu'en Europe, vous appelez ça un semestre, mais bon, chaque année scolaire au niveau collégial est divisée en 2 sessions. À chaque session, il y a des militants en ligne qui se vantent d'avoir contacté des gens à mon travail. Je vais aussi parler de 2 événements particulièrement saillants quand j'ai essayé de discuter avec une personne militante s'identifiant comme non-binaire qui s'appelle Philly Drouin. On m'a reproché d'avoir intimidé Philly Drouin, puis on a encore là contacté des gens à mon travail à cause de ça. Quand j'ai voulu assister à une conférence du professeur de droit Robert Wintemute, membre de la LGB Alliance, j'ai été agressée physiquement, puis j'ai reçu des menaces à mon travail suite à ça. Ensuite, quand j'ai osé critiquer l'exposition unique en son genre que Marie a mentionné dans son introduction, puis la Honte Québec qui n'existe plus maintenant, ça me fait pas vraiment de peine, mais la Honte Québec, c'était une page Facebook spécialisée dans la cyber-intimidation dont moi j'étais la cible principale. L'affaire diabolique, ça, c'est un commerce qui m'a exposé sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous en parler, puis finalement, on terminera en parlant de Tommy Godette avec son concept de douteux qui est sur mon dos depuis 2 ans maintenant. Alors, si tu veux bien aller à la diapo suivante. Alors, quelques tentatives pour me faire perdre mon emploi. Comme je vous dis, je peux pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a à chaque session. En 2018, Yannick Marcil avait exposé une publication que j'avais faite sur une page Facebook humoristique que je tenais à l'époque. Et il invitait ses contacts, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts, qui a quand même une certaine influence. Bon, je vous lis ce qui est écrit. Sous ce pseudonyme, le pseudonyme c'était Harissa, un hommage à Sam Harris, un scientiste radical et intolérant. Bon, ça c'est la conception d'Yannick Marcil. Se cache une professeure de philosophie, Annie-Ève Collin. Là, j'ai biffé le nom de mon institution parce que je veux pas les impliquer là-dedans. Une femme qui utilise non seulement ses temps libres, mais manifestement son temps de travail payé par l'État
pour salir la réputation de nombreuses femmes militantes. Alors déjà, c'est faux. Il invente que j'utilise mon temps de travail pour autre chose que pour faire mon travail. Je n'ai pas sali la réputation de nombreuses femmes militantes. J'ai fait des blagues sur certaines personnes qui se présentent comme féministes et qui, selon moi, ne le sont pas, ce qui n'est pas la même chose. Donc, vous pouvez voir la suite. Il dit le collège est au fait du problème et il serait temps que la direction agisse en conséquence. Donc, lui, il voudrait que la direction, il voudrait que mes patrons interviennent parce que en dehors du travail, je donne une opinion sur des personnalités publiques. Puis, il écrit aussi, je vous invite à le leur faire savoir. Donc, il invite les gens à chercher à me nuire au travail. Ghislaine, est-ce que tu pourrais passer aux diapos suivantes? Alors ici, un autre exemple. Je vous traduis ce qui est écrit. Salut tout le monde, j'ai vu un professeur publier du contenu très transphobe et homophobe, en fait de la merde très transphobe et homophobe, et j'ai décidé de la rapporter à son collège. J'ai entendu dire que des gens ont essayé de prendre des recours depuis 2017 et on sera bientôt en 2023. Ceux qui croient qu'elle ne devrait pas enseigner à des plus jeunes, si vous pensez comme moi, faites la même chose que moi. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu la même chose de dire que je ne devrais pas avoir le droit d'enseigner, puis inviter les gens à contacter mes patrons. Puis bon, ici, dans les captures d'écran, on voit que j'ai cité Matt Walsh. Bon, Matt Walsh, dont je ne partage vraiment pas toutes les opinions, mais pour qui parfois, quand il dit quelque chose de sensé, ça peut m'arriver de le citer. Alors, bref, vous voyez le genre de procédé typique auquel j'ai affaire depuis plus de 10 ans maintenant. À chaque session, il y a des gens qui font ça. Vous voyez ici, la personne dit avoir été mise en relation avec l'équipe juridique du collège pour faire un dossier sur moi. Puis on parle de bon TVA, la presse pour les Européennes, ce sont des compagnies de médias qu'on a ici au Québec. Donc la personne était prête à amener ça dans les médias. Parce que j'ai cité Matt Walsh, il faudrait qu'on en parle carrément dans les médias. Alors, je vais citer qui je veux, merci beaucoup, surtout quand je ne travaille pas. Et vous voyez, Jade, ici, qui dit « Courage à toi, j'ai pas grand-chose, malheureusement. » Ils ont parfaitement conscience qu'ils n'ont pas grand-chose sur moi. Un nombre incalculable de fois, des gens que j'ai sur le dos comme ça se sont fait demander des preuves, des captures d'écran, des exemples précis de situations où j'aurais vraiment fait de l'intimidation, où j'aurais vraiment eu des propos graves. Mais à chaque fois, ils n'ont rien à montrer. Mais plutôt que de reconnaître, bon, finalement, on a exagéré, on pourrait la laisser tranquille. Non, ils continuent de s'acharner. Ils inventent des histoires où ils grossissent des situations qui sont... le fait que, encore une fois, j'ai cité Matt Walsh. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Maintenant, la conférence de Philly Drouin. Alors d'abord, je vous explique qui est Philly Drouin. C'est une personne militante qui s'identifie comme non-binaire. C'est cette personne qui a conçu l'exposition unique en son genre, que j'ai longuement critiquée sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ce serait peut-être le bon moment pour envoyer dans le chat les liens pour ma série sur YouTube où je critique en détail l'exposition, puis j'ai aussi fait publier un texte en français et en anglais sur le site Gender Dissent. Là, j'imagine que je m'adresse à un public de gens qui connaissent assez bien les sophismes
habituels autour de l'idéologie du genre. Alors, dans l'exposition, on retrouvait toutes les choses habituelles, invoquer les personnes intersexuées, de dire que sexe et genre, c'est pas la même chose, mais finalement les confondre, parler d'animaux hermaphrodites, d'animaux qui changent de sexe. Alors, j'ai pris chacun des arguments dans l'exposition pour expliquer pourquoi ce sont des arguments qui ne prouvent pas ce qu'on cherche à prouver, c'est-à-dire que chacun serait homme ou femme en fonction d'une auto-identification. Et Philly Drouin a aussi écrit un livre dont le titre, c'est Des mots pour exister, un livre que j'ai lu. Et la personne part de la prémisse de base que les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité, pour pouvoir exister socialement. Pour avoir une chance de défendre leurs droits, il faut bien que les gens puissent parler d'eux-mêmes. Pour que la société soit équitable, qu'elle s'adapte aux besoins de chacun, il faut que chacun puisse nommer les caractéristiques, la réalité qui le caractérise. Alors, Philly Drouin a la prétention d'informer les gens, mais son discours ne s'appuie pas sur des données empiriques. En fait, son discours véhicule sa conception subjective du monde, une conception que cette personne est tout à fait libre d'avoir. Le problème, c'est que elle cherche à l'imposer aux autres en la faisant passer pour de l'information et en disant continuellement que ceux qui ne partagent pas sa vision participent de l'oppression. Elle dit littéralement, elle dit de ceux qui ont une conception différente de la sienne, qui sont coupables de violence. Puis elle projette son vécu personnel sur tout le monde. Et quand j'ai essayé de discuter avec la personne, j'ai constaté qu'elle n'accepte pas du tout qu'on remette en question ce qu'elle dit. En fait, quand elle a affaire à quelqu'un comme moi qui vient la remettre en question, elle dit que on n'est pas concerné, qu'elle parle de sa réalité en tant que non-binaire, donc que quelqu'un comme moi qui ne suis pas concerné, je ne serais pas en position de contredire. Mais en l'occurrence, oui, je suis concernée parce que son discours, le discours de Philly Drouin, comprend des énoncés sur l'identité et le vécu de tout le monde. Entre autres, moi, elle me caractérise comme cisgenre. Alors oui, ça me concerne quand on fait une affirmation sur mon identité à moi. Puis en octobre 2022, j'ai assisté à une conférence qui portait sur son livre, un livre dans lequel je vous invite à aller lire sur mes 2 pages Facebook. J'ai écrit un statut dans lequel je fais un bilan de son livre. Il y a des faussetés pures et simples écrites dans ce livre-là. Entre autres, c'est écrit que c'est à tort qu'on associe la testostérone à la masculinité, sous prétexte que les femmes produisent aussi de la testostérone, que tous les humains produisent de la testostérone et de l'estrogène. Oui, mais compte tenu que les hommes produisent 10 à 20 fois plus de testostérone que les femmes, c'est quand même justifié d'associer la testostérone à la masculinité. Bref, son discours est critiquable. Et quand j'ai assisté à sa conférence, j'ai notamment remarqué qu'elle affirmait que les mots mâle et femelle désignent le sexe, alors que homme, garçon et femme, fille réfèrent au genre, ce qui est faux si on se fie au dictionnaire et à l'usage. Elle a accolé l'étiquette cisgenre à la majorité des gens. Et ça, c'est intéressant parce que elle prétend défendre le principe qui revient à chacun de choisir les mots pour se caractériser. Mais nous, est-ce qu'on a choisi d'utiliser le mot cisgenre pour se caractériser? Moi, non, en tout cas. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas choisi ce mot-là non plus. Alors, j'ai attendu la période de questions, j'ai levé la main. Voyez ma petite co-conférencière ici. Je l'ai montré à l'écran. J'ai dit, vous voyez, c'est une femelle et moi aussi, je suis une femelle.
Mais on n'est pas toutes les deux des femmes. C'est seulement moi qui suis une femme. Alors j'ai introduit ça comme ça pour éviter l'objection que je ne fais pas la différence entre une femelle et une femme. Je fais très bien la différence. Philibelle, que je viens de vous montrer, est une femelle, mais elle n'est pas une femme. Mais je lui ai fait valoir que les mots femme et homme, dans l'usage normal, servent à distinguer les humains selon leur sexe et que je m'explique bien mal que quelqu'un qui part de la prémisse que les humains ont besoin de mots pour nommer les réalités importantes pour eux, soit prête à priver tout le monde des mots qui servent à nommer une réalité qui est importante pour la majorité des gens, c'est-à-dire le sexe. Puis je lui ai demandé, bon, étant donné qu'elle avait dit que mâle et femelle, ça sert à désigner le sexe, je lui ai demandé si elle considérait acceptable de dire que les femmes trans sont des mâles. Et elle m'a dit que non parce que les femmes trans n'ont pas choisi ce mot-là pour nommer leur identité. Eh bien, je lui ai signalé que moi, je n'ai pas choisi de m'identifier comme cisgenre et que non seulement je ne l'ai pas choisi, mais je refuse d'être identifiée comme, ben, c'est-à-dire, je suis pour la liberté d'expression. Si des gens veulent dire Annie-Ève Collin est cisgenre, c'est leur droit. Moi, je le dirai pas. Puis s'ils me disent que je suis cisgenre, je vais très certainement les contredire. Alors, suite à ça, avec un statut Facebook que j'ai écrit au lendemain de la conférence, je vous le lis parce que je sais que c'est un peu petit. Alors ça, c'était une vidéoconférence ultra intéressante. Nous avons assisté, nous, parce que j'étais avec mon ami Ophélien, nous avons assisté à un atelier animé par Philly Drouin, une personne s'identifiant comme non-binaire, dont le discours reposait principalement sur la prémisse suivante. Les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité, de façon à la faire reconnaître par les autres et pour pouvoir exister socialement. Les mots femme, homme, fille et garçon ont été présentés comme référents à des genres et le sexe, du moins celui qui est inscrit sur l'acte de naissance, comme se réduisant aux parties génitales. J'ai levé la main durant la période de questions et j'ai dit à peu près ceci. Vous avez le droit d'utiliser les mots femme, homme, fille et garçon d'une façon différente si vous voulez. Mais selon les définitions traditionnelles et selon leur usage normal, ils servent à désigner les humains selon leur sexe. Vous avez réduit le sexe aux parties génitales, alors qu'en réalité, le dimorphisme sexuel s'étend à tout le corps dans notre espèce, ce qui fait que le sexe a bel et bien de l'importance dans les interactions sociales. C'est pour ça qu'on l'écrit sur l'acte de naissance et qu'on le mentionne dans d'autres contextes. Le sexe est une réalité importante pour la majorité des gens. J'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui part de la prémisse que les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité soit prête à priver tous les autres des mots qui servent à nommer la réalité de leur sexe. Vous pourriez proposer d'autres mots pour nommer ce que vous appelez le genre, mais vous détournez plutôt le sens de mots qui servent à nommer le sexe. De plus, vous, je ne sais pas, mais je remarque qu'il est fréquent que le fait d'utiliser les mots femme et homme dans leur sens normal suscite de l'indignation. Encore une fois, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de proposer des nouvelles définitions. Mon problème est qu'on les impose à tout le monde. Et la question que je lui posais finalement, c'était est-ce qu'on devrait avoir le droit de ne pas utiliser le vocabulaire proposé et d'utiliser les mots femme et homme dans leur sens habituel, surtout s'ils servent justement à référer à une réalité importante pour nous? Alors, ça a été difficile d'avoir une réponse. Philly a esquivé plusieurs fois la question et m'a aussi dit que si ce qui était dit ne me plaisait pas, je pouvais quitter la conférence.
Ceci dit, j'ai quand même obtenu une réponse à travers tout ça. De son point de vue, ça devrait effectivement être imposé à tout le monde, en tout cas dans la mesure où on ne devrait pas avoir le droit de persister à utiliser les mots femme et homme dans leur sens normal si on a affaire à quelqu'un qui nous demande de ne pas le faire. Bref, respecter le besoin des humains d'avoir des mots pour nommer leur réalité, c'est apparemment un principe à géométrie variable. Et je termine mon statut avec un post-scriptum. Je vous demande de rester respectueux dans vos commentaires, surtout que malgré que ma question est manifestement dérangée, on m'a quand même répondu avec politesse et somme toute, on m'a laissé prendre la parole. Donc, vous voyez, là, on voit la réaction de Philly Drouin à ce statut Facebook que j'ai écrit. Elle a affiché le statut que je viens de vous lire en disant qu'elle avait les turfs au derrière. Alors, comme vous avez pu le constater, il n'y avait aucune attaque personnelle dans ce que j'avais écrit. Je lui ai parlé du souci que moi, je peux avoir de nommer le sexe, du fait que moi, je ne veux pas qu'on m'étiquette comme cisgenre. Puis j'ai même demandé aux gens qui commenteraient mon statut de rester respectueux dans leurs commentaires. Il y avait zéro attaque de ma part. Mais ça a été interprété par cette personne et par ses alliés comme du harcèlement. Alors, qu'est-ce que ça a donné après? Plein de gens ont écrit des commentaires orduriers sur moi sous la publication de Philly Drouin. Et il y a à nouveau des gens qui ont contacté des gens à mon travail. Alors, en résumé, ça a donné lieu à une autre tentative pour me faire perdre mon travail. La personne qui a écrit à mon travail, je ne peux pas vous montrer le message qu'elle a écrit parce que ce serait diffuser quelque chose de confidentiel, mais je peux vous dire qu'il y avait une déformation de mes propos. Entre autres, la personne disait que j'avais dit à Philly Drouin que s'identifier par ses parties génitales était suffisant. Moi, j'ai jamais parlé de s'identifier par ses parties génitales. Même que je vous rappelle qu'une chose que j'ai signalée, c'est que le sexe ne se réduit pas aux parties génitales. Les différences entre les sexes, il y en a plusieurs autres. Alors, bref, à nouveau, on a cherché à me faire perdre mon emploi, puis à salir ma réputation. Et c'est très représentatif de ce qu'on me fait depuis 10 ans. Ensuite, la conférence de Robert Wintemute. Bon, Robert Wintemute, c'est un professeur de droit, membre de la LGB Alliance, qui, qui venait faire une conférence en janvier 2023 où il allait parler du conflit de droit entre les droits basés sur le sexe et les droits basés sur l'identité de genre. J'imagine que je m'adresse à un public de personnes qui sont déjà au fait du conflit que ça peut créer entre, d'une part, les droits des femmes et ceux des LGB qui ont besoin du sexe pour parler de ce qui les caractérise particulièrement, versus les personnes qui revendiquent une identité de genre, c'est-à-dire une partie des personnes trans et les personnes qui s'identifient comme non-binaires. Et j'ai voulu aller écouter sa conférence avec une amie. Et Ghislaine, je t'inviterais à montrer la vidéo sur Twitter. Même si on n'entend pas bien, voyez comment on était. Voyez, moi, j'étais là avec la tuque. On est vraiment entouré d'une couple de centaines de personnes. Mon ami et moi, on était deux. Il y avait trois autres personnes qui étaient là pour assister à la conférence. Alors, nous, on serait les agresseurs alors qu'on est encerclés comme ça par des gens qui sont 10 fois plus nombreux que nous, qui crient, qui nous poussent. Mon ami, à un moment donné, on lui a envoyé un coup sur la main. Son téléphone a revolé, elle a dû le ramasser, elle s'est retrouvée au plancher, quelqu'un lui a marché sur la main. Moi, on m'a crié dans l'oreille avec un porte-voix. Puis, ça a été minimisé, ça, par les woke que j'avais sur le dos. Ils ont nié que ça, c'était de la violence.
Et Robert Wintemute n'a jamais pu faire sa conférence. Quand les militants ont réussi à entrer dans la salle de conférence, ils ont débranché son projecteur, ils lui ont lancé de la farine. Moi, j'ai reçu des menaces à mon adresse courriel du travail suite à ça. C'est assez facile de trouver mon adresse courriel du travail, étant donné que je travaille dans une institution d'enseignement. Ici, il y a aussi des liens que vous pouvez sans doute trouver dans le chat si ça n'a pas déjà été fait. Il y a que Québécois, hein. Au Québec, la seule compagnie de médias qui va parler des actions des transactivistes comme ça va être Québécois. J'en profite pour mentionner Sophie Durocher, que vous avez déjà reçue au WDI comme conférencière. Euh, Elle a été la seule à me faire une place, à me recevoir en entrevue après que j'ai été agressée à McGill. Pourtant, c'est quand même quelque chose, des militants qui agressent ceux qui veulent écouter une conférence dans une université. Mais Québécois a été Sophie Durocher et la seule à m'avoir fait une place. La personne qui organisait la conférence, Céleste Trianon, a été invitée à Radio-Canada, à Québécois aussi. Cette personne-là, on lui a fait de la place. Moi, il n'y a que Sophie Durocher qui m'a reçue. Robert Wintemute, il n'y a que Benoît Dutrisac, pardon, qui travaille lui aussi pour Québécois, qui a reçu Robert Wintemute en entrevue et qui lui a permis de développer son point de vue. Et suite à l'incident à McGill, ici, je vous lis en traduisant le statut Facebook qu'a écrit Céleste Trianon, où on peut noter que je suis directement nommée. Aujourd'hui, plus de 200 personnes, des étudiants de McGill et des citoyens soucieux, se sont rassemblés pour protester contre le fait que l'université McGill ait fait de la place à un avocat anti-trans qui fait partie d'un des groupes anti-trans les plus dangereux. Rien de moins, hein? Un groupe dangereux, la LGB Alliance. L'avocat transphobe crache de la haine inutile qui en vient à causer de la détresse dans la communauté trans et mettre ses membres en danger. OK, alors c'est Robert Wintemute qui se fait agresser par des transactivistes, mais ce serait lui qui met les trans en danger. Et on attend encore de savoir quand est-ce que Robert Wintemute aurait violenté qui que ce soit. Il n'a pas non plus tenu de propos haineux. Un professeur de droit qui parle d'un conflit entre des droits, le moindrement qu'on connaît un peu la théorie des droits, on n'a même pas besoin d'être un juriste. On le sait que des conflits de droits, ça peut exister. Il n'y a rien de haineux à faire valoir que des droits humains peuvent entrer en conflit et qu'alors il faut voir comment on peut trouver des moyens d'équilibrer les choses pour que tout le monde puisse également exercer ses droits. Il n'y a absolument rien de haineux là-dedans. Et dans la dernière partie du statut, Trianon dit nous exigeons que McGill prenne sa responsabilité pour le grand mal qui a été causé à notre communauté. Ils sont allés vandaliser les murs de l'université et empêcher une conférence d'avoir lieu. Ils ont agressé physiquement le conférencier, mais ce serait à eux qu'on a fait du tort, vraiment. Et la dernière phrase, nous espérons fortement que la LGB Alliance et Annie-Ève Collin, avec son I Love J.K. Rowling t-shirt que je porte encore aujourd'hui, puissent aller se faire voir pour toujours. Alors, la violence, je regrette, mais elle est dans les propos de cette personne, pas dans les miens. Certainement pas dans un t-shirt qui dit I Love J.K. Rowling et certainement pas chez Robert Wintemute. Alors, suite à ça, j'imagine que les liens ont été mis dans le chat. Il y a Geneviève Glock qui a écrit un billet sur le sujet.
dans lequel elle rapporte, en fait, on croit que c'est Céleste Trianon qui m'a crié dans l'oreille avec un porte-voix. Moi, j'ai pas vu c'était qui. Mon ami qui était avec moi m'a dit que c'était Trianon. Puis, je confirme ce qui est écrit dans le texte de Geneviève Glock à l'effet que j'ai eu mal à la tête pendant 2 jours suite à... C'est dangereux, là, crier dans l'oreille de quelqu'un avec un porte-voix. C'est ultra violent. Puis quand on est parti, mon ami et moi, quelqu'un nous a crié en anglais, "We'll find out who you are." On va trouver vous êtes qui. J'ai vu quelqu'un prendre le visage de mon ami en photo avec son cellulaire. Moi, ils m'ont reconnu immédiatement, mais elle, il la connaissait pas. Alors j'ai vu quelqu'un très, très nettement, là. Je l'ai vu prendre son visage en photo. Il voulait chercher qui on était après pour essayer de nous faire des problèmes. Puis, bon, suite à ça, on m'a diagnostiqué un léger choc post-traumatique. J'ai dû manquer 2 semaines de travail. Et en 2023, peut-être que vous vous souvenez de ce qui est arrivé à l'événement en Nouvelle-Zélande, Let Women Speak, organisé par Kelly Jenkins, aussi connue sous le nom de Posey Parker. À ce moment-là, il y a eu, bon, Kelly Jenkins s'est fait jeter du jus de tomate, mais il y a plusieurs autres femmes qui ont été agressées par des militants de l'idéologie queer. Puis, il y avait une image qui m'avait particulièrement marquée. Donc, on est en mars 2023, on est 2 mois après le moment où moi j'ai été agressée. Ça faisait longtemps que je me faisais intimider en ligne par des transactivistes. Mais, puis quand je dis transactiviste, c'est pas des personnes trans, c'est des militants pour l'idéologie queer. J'imagine que vous savez que bien des personnes trans ne sont pas des transactivistes et n'adhèrent pas à l'idéologie queer. Alors, il y avait une image qui était venue me chercher, une femme qui devait avoir plus de 70 ans, s'était fait donner un coup de poing en plein visage par un homme qui était dans la trentaine ou la quarantaine. C'était une violence tellement épouvantable que en voyant l'image de cette femme-là en ligne, ça m'a fait... J'ai pleuré, puis le lendemain, je suis allée travailler. Puis, en plein milieu d'un cours, j'ai été incapable de continuer. L'image de cette femme-là m'est venue en tête, puis je suppose que c'était, étant donné que j'avais moi-même désormais vécu directement la confrontation, cette journée-là à McGill, il y a 3 hommes différents. D'après la façon dont ils étaient habillés, c'était des hommes qui s'identifiaient comme des femmes. Mais moi, comme femme, la personne que je voyais devant moi, c'est un homme. Il est plus grand que moi, il est plus fort que moi, puis il me menace avec sa voix d'homme. J'ai eu peur. Mais ce serait, vous savez, l'inversion accusatoire dont ils sont capables, hein? Les militants woke, les militants de l'idéologie queer, ce serait moi qui ai agressé ces hommes-là en n'étant pas convaincu que ce sont des femmes. Ce serait moi qui ai été la plus violente là-dedans, simplement parce que j'ai voulu entendre Robert Wintemute en conférence. Alors, bon, quand j'ai osé critiquer Unique en son genre, je sais que les liens ont déjà été donnés, mais ça peut valoir la peine de les republier dans le chat. Je vous rappelle que j'ai fait une série de vidéos sur Unique en son genre et j'ai aussi écrit un texte qui est paru dans Gender Descent qu'on peut lire dans les 2 langues, où je fais l'ensemble de mes critiques de cette exposition. Alors, je réitère que c'est une exposition dans laquelle on reprend tous les sophismes habituels pour l'idéologie queer. Et la première vidéo que j'ai faite, elle consistait en grande partie à raconter comment ça s'est passé quand j'ai demandé une visite guidée. Moi, je me fiais à l'information qui avait été donnée. On disait qu'il y aurait des guides bien formés pour répondre aux questions, pour offrir des visites guidées. Alors, la guide, je lui ai demandé de m'expliquer
ce qui est censé vouloir dire se sentir femme. Je lui ai dit, moi, je suis une femme et je comprends pas ce que c'est censé vouloir dire se sentir femme. Et la réponse que j'ai eue, c'est, ah, ça veut dire quelque chose de différent pour chaque femme. Il n'y a pas une réponse à ça. Mais vous avez conscience que ça revient à dire que se sentir femme, ça ne veut rien dire. Une expression qui a un sens, ça doit être un sens collectif. Un mot ou une expression peut avoir plus qu'un sens. Mais quand on est rendu à dire ça prend un sens différent pour chaque personne, ben ça revient à dire que ça ne veut rien dire. Vous savez, comme prof de philo, quand j'explique à mes étudiants comment définir les concepts, ça c'est une chose que je leur dis. On ne peut pas admettre que la réponse à une question puisse carrément être différente pour chaque personne. Puis je leur dis, imaginez que vous venez me voir pour vous préparer à un examen, puis que vous me demandez quelle est la réponse à une question, puis que je vous réponde, ben la réponse à cette question-là, ça peut être tout ce que tu veux. Alors là, c'est avec raison que l'étudiant dirait, mais madame, si la réponse, ça peut être n'importe quoi, comment vous allez faire pour nous évaluer? Comment est-ce que vous allez déterminer les points que vous allez nous donner? Dire qu'une question peut avoir n'importe quelle réponse personnelle, ça revient à dire que la question n'a pas de réponse. Dire qu'une expression peut être définie n'importe comment, ça revient à dire que ce n'est pas une expression, que ça ne veut rien dire. Alors, la guide, elle a fini par se mettre à pleurer et partir. En fait, je me souviens très bien de ce qui précède le moment où elle s'est mise à pleurer. Moi, j'étais prête à passer à une autre partie de l'exposition. J'ai dit, bon, ben finalement, se sentir femme, ça ne veut rien dire. J'étais prête à continuer. Elle a insisté un peu. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui fait que vous vous considérez comme une femme, vous? Alors là, j'étais un peu insultée, mais je suis quand même restée calme. J'ai dit très calmement, je ne me considère pas comme une femme. Je suis une femme. C'est une réalité objective qui ne dépend pas de ma subjectivité. Et là, elle m'a fait une affirmation sur moi. Elle m'a dit, mais vous savez que vous êtes une femme parce que vous vous sentez femme. À quoi j'ai répondu, non, je sais que je suis une femme parce que j'en ai l'anatomie et parce que je vis les réalités concrètes qui viennent avec ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle est partie en pleurant. Alors là, on m'a reproché d'avoir intimidé une guide sur son milieu de travail. Elle m'a fait une affirmation sur moi qui n'était pas vraie et j'aurais dû me taire. Et bon, dans le reste de ma vidéo, j'explique pourquoi le sexe, c'est une réalité importante, qui a des implications concrètes. Alors, comme ma première vidéo sur l'exposition a été beaucoup plus remarquée que toutes mes autres vidéos à ce jour, à ce moment-là, j'ai été exposée sur plusieurs pages sur les réseaux sociaux, notamment l'Observatoire des délires conspirationnistes du Québec. C'est une page Facebook consacrée à la cyberintimidation qui est tenue par un militant qui s'appelle Jean-Sébastien Ménard. Au départ, il s'en prenait essentiellement aux gens qui critiquaient les mesures sanitaires pendant la COVID, mais il a diversifié ses cibles après que le confinement soit fini. Alors, j'ai longtemps fait partie de ses cibles préférées. À ce moment-là, il m'a exposé sur sa page et il sait pertinemment que les gens qui l'exposent sur sa page, après, ils reçoivent des commentaires et des messages non sollicités de la part de ceux qui le suivent. Puis, c'est aussi à peu près à ce moment-là que La Honte Québec, une autre page Facebook, a commencé à s'en prendre à moi, ainsi que Tommy Godette, avec son mercronspi puis son douteux. Il appelle ça douteux, mais je sais même pas comment il faut appeler ça. Alors justement, La Honte Québec, je vous en parle un petit peu. C'est une page Facebook qui n'existe plus, qui a d'ailleurs été fermée 2 fois, manifestement, suite à des signalements.
Après qu'elle ait été fermée pour la première fois, il y avait une page backup, comme on dit. Alors, quand la page backup est devenue la page principale, voyez ce qui apparaît à l'écran en ce moment, je vous le lis quand même. Allô le beau monde, si vous êtes content du retour de la page puis que vous avez 10 secondes, ça vous tente de donner un coup de main et de le dire à vos amis alliés que nous existons sous un nouveau lien. Moi, ça me ferait bien plaisir parce que plus on est de monde à voir ce que les multiphobes disent, plus on a des chances de prendre des actions concrètes quand l'occasion se présente. Alors, vous voyez, on voit très bien l'intention de l'administrateur de cette page-là de faire subir des conséquences concrètes aux gens qui l'exposent sur sa page. Et j'étais la cible principale de cette page-là. Il y avait plusieurs personnes qui se faisaient exposer. Je me suis déjà dit que c'était probablement juste moi qui remarquais plus les publications à mon sujet parce que on a toujours un biais en sa propre faveur. Mais je ne compte pas le nombre de personnes, y compris des gens qui ne me connaissaient pas et qui sont devenus amis Facebook avec moi après m'avoir vu ciblée sur cette page-là. Ils ont été très nombreux à dire, c'est drôle, hein? T'es vraiment la seule personne à être ciblée aussi souvent. Il y avait des publications sur moi aux 2 jours sur La Honte Québec et pas seulement une, hein. C'était pas rare il y avait 2, 3, 4 publications sur moi le même jour. Alors, vous voyez, je vais certainement pas vous montrer tout ce que La Honte a publié sur moi parce que ça monte à des centaines de publications, mais vous voyez ici, on voit la déshumanisation. Ça, c'est censé être un portrait de moi. Donc, on me compare à un animal. Et on voit ici que l'administrateur a écrit: le sea-lioning est un type de trollage ou de harcèlement qui consiste à importuner des gens par des demandes insistantes d'arguments ou bien des questions répétées tout en maintenant une apparence de courtoisie et de sincérité. Le meilleur exemple de sea-lioning serait Annie-Ève Collin, enseignante au cégep. Bon, j'ai caché le nom du cégep, mais vous voyez, il indiquait où je travaillais. Le doxing est très clair. Elle est allée au Musée de la civilisation pour l'expo unique en son genre cet été et a martelé la jeune guide de questions jusqu'à ce que l'employé quitte le plancher. Alors déjà, vous voyez, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. La guide est partie en pleurant parce que je l'ai contredite sur une affirmation qu'elle faisait à mon sujet. Et ensuite, ça dit pourquoi? Parce que l'employé répondait à ses questions, mais pas avec les réponses qu'Agnès voulait entendre. Mais je regrette, mais elle n'a pas répondu à la question que signifie se sentir femme. Et d'ailleurs, à ce jour, personne n'a encore donné de réponse satisfaisante à ce que veut dire se sentir femme. Ensuite, c'est écrit: Colin a gaspillé son été à harceler le monde sur les réseaux sociaux avec ses questions sur l'identité de genre. C'est pas vrai, ça. J'ai jamais harcelé personne sur les réseaux sociaux. Si je pose des questions sur l'identité de genre, c'est parce que je suis dans un contexte qui se prête à ça. Je vais pas aller interpeller n'importe qui a rien demandé pour poser des questions. Puis, bon, vous voyez même aussi sur la capture qu'on voit là, au-dessus de l'Otari, ça dit: si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous cyber-intimider. Je n'ai jamais cyber-intimidé personne. Jamais. Donc, c'est un mensonge pur et simple. Alors, là, on voit que la Honte Québec a exposé un statut où j'expliquais, comme je me faisais souvent demander, vu que j'ai quand même fait 15 vidéos sur l'exposition, il y a des gens qui demandaient pourquoi j'y accordais autant d'importance. Alors, j'ai expliqué pourquoi. Une exposition dans un musée national, c'est censé être informatif. Et là, en l'occurrence, l'exposition était présentée comme informative et ce n'était pas de l'information. C'était pour ainsi dire une exposition de propagande. Alors qu'on me dise, ben, si cette exposition-là te plaît pas, t'as juste à ne pas aller la voir. Non, c'est pas aussi simple.
J'aime pas regarder du football, je n'ai qu'à ne pas en regarder. Mais là, on parle pas d'un divertissement. On parle de quelque chose qui prétend être de l'information, qui prétend être de l'enseignement. Plein de professeurs se vantaient d'amener leurs élèves voir cette exposition-là. Alors, quand des faussetés, des croyances métaphysiques sont véhiculées dans des institutions de l'État et présentées comme de l'information, là, c'est pas seulement que ça ne me plaît pas, c'est vraiment que ce n'est pas acceptable. Et vous voyez ce qui est écrit. Bon, déjà, François-René Picard-Bussière, j'en profite pour mentionner que c'est un faux nom. Ça se trouve à être Pascal Lévesque, qui est un des principaux à s'acharner sur moi, puis qui le fait avec différents faux comptes. Mais je finis par le reconnaître. Et voyez ce que l'admin lui répond ici. Ça se pourrait qu'elle ait une rentrée difficile cette année. Alors, j'ai pu voir dans l'ensemble des publications et des commentaires sur la Honte Québec que pendant l'été, ils ont essayé de s'organiser. Moi, j'ai critiqué l'exposition. J'ai commencé au début d'un été, donc j'étais en vacances. Ils prévoyaient chercher à me faire des problèmes au travail dès la rentrée. Ben, je les ai trouvés franchement ridicules parce que quand je me suis rendu compte de ce qu'ils faisaient, je me suis dit, mais ils s'imaginent vraiment qu'une direction de collège peut congédier ou même sanctionner un professeur parce qu'il a critiqué une exposition. On a tout à fait le droit de critiquer une exposition. Alors ici, bon, mon statut, je profite du Festival de la fierté pour rappeler que défendre les droits des homosexuels et bisexuels, ceux des personnes qui vivent avec la dysphorie de genre et ceux de tous les humains, c'est non seulement bien, mais nécessaire. Par contre, je vous rappelle aussi que la communauté LGBTQ machin, ben ça n'existe pas, ce n'est pas une communauté. Puis la honte réagit en disant le pire, c'est qu'elle enseigne à des jeunes de 17-18 ans. Mais il n'y a rien de violent ou de discriminatoire dans ce que j'ai écrit. Au contraire, c'est écrit que les droits humains doivent être défendus. Alors, peut-être qu'on va abréger un peu parce que j'ai plusieurs autres diapos de la honte, mais on va peut-être juste les montrer rapidement parce qu'il faut qu'on avance vers autre chose. Hein, Marie, je pense qu'il serait temps qu'on... Oui, 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 oui. D'ailleurs, à ce sujet-là, je sais que toi, tu avais des commentaires à faire par rapport à... Oui, bah, en fait, ce qui est assez, quand on connaît parce que là, les techniques qu'ils utilisent, ils les ont pas inventées, hein, on les connaît, c'est les techniques, les stratégies de l'agresseur qui sont, utilisées, par les violents conjugaux, par les pédocriminels et par tous les agresseurs. En fait, ils utilisent exactement les mêmes stratégies et dans ce que tu racontes, on retrouve vraiment cette stratégie qui consiste à choisir une victime et puis ensuite faire en sorte de pouvoir passer à l'acte en l'isolant. Donc là, vraiment, les tentatives d'isolement en disant, voilà, on veut pas qu'elle puisse travailler, on essaye de lui poser des problèmes au travail, en dévalorisant la victime. On l'a vu, hein, tous les mots super sympas qu'ils utilisent et en faisant régner la terreur parce que dans beaucoup de ces captures d'écran, on voit qu'il y a quand même des menaces assez claires qui sont assénées. Et du coup, une fois que l'agresseur a fait en sorte de pouvoir passer à l'acte en isolant, en dévalorisant et en faisant régner la terreur, il va essayer d'assurer son impunité en imposant le silence. Donc là, c'est vraiment ça, c'est qu'à chaque fois, plus tu vas essayer de te défendre, en fait, plus ils vont dire mais regardez, elle nous agresse. En fait, on va te demander, même il y a une vidéo, il y a une capture d'écran où on te dit carrément de te taire. Donc assurer son impunité en imposant le silence, en recrutant des alliés. On va le voir après, hein, quand ils essayent de faire appel à des lieux publics ou à un magasin pour essayer que les différents lieux dans lesquels tu vas, les alliés, enfin les gérants de ces magasins soient recrutés comme alliés. Et l'inversion de la culpabilité, ça c'est vraiment typique.
Et là, ils vont très, très loin dans l'inversion de culpabilité puisque, systématiquement, ils te reprochent, ce qu'eux font. Ben, tu vois, c'est ce que Ghislaine montre en ce moment. Ouais. L'admin de la page dit, oui, on l'a poussé, on lui a crié dans l'oreille avec un porte-voix, plus de peur que de mal. C'est dangereux crier dans l'oreille de quelqu'un avec un porte-voix. C'est pas plus de peur que de mal. Beh, en fait, le fait Il de minimise constamment, même quand je me fais agresser physiquement, il minimise la violence à mon endroit. Mais c'est ce que Puis, font tous les agresseurs, hein. Tous les agresseurs vont minimiser. Là, en ce moment, il y a plein de vidéos, enfin plein de publications, notamment, je pense à Bertrand Cantat, où en fait, les gens vont dire: «Ah mais il lui a juste filé une baffe». Non, il y a eu 18 coups. Hem, Systématiquement, les agresseurs, ils vont mentir ou ils vont minimiser. Ils vont même inventer des mots. Je me rappelle du cours de Linda Tromeleux quand j'ai suivi mon DU, sur les violences faites aux femmes à Paris 8, qui disait que l'agresseur, il va même inventer des mots. Oh, je lui ai mis une petite giflette. En réalité, c'était pas une giflette, c'était un coup de poing. Et là, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils reconnaissent que enfin, ils décrivent la violence que tu as subie, mais ils vont rigoler de cette violence et dire c'est rien du tout, c'est pas grand chose, etc. Mais tous les violents conjugaux font ça, quoi. Et dans l'inversion de culpabilité, ce qui revient souvent dans les captures d'écran que tu as fait, c'est inverser la culpabilité, c'est dire à la fois c'est pas nous, c'est elle qui nous harcèle, mais c'est aussi de dire c'est de sa faute à elle si on fait ça. C'est-à-dire que oui, d'accord, je t'ai frappé, c'est un violent conjugal qui va dire, mais en même temps, tu avais trop fait cuire les pattes. Donc c'est pour ça que tu t'es retrouvé à l'hôpital. Et c'est ce que disent les violents conjugaux, en fait, hein. Et là, c'est exactement pareil. Oui, 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 tu as eu l'impertinence de t'exprimer en tant que femme, c'est complètement inadmissible qu'une femme s'exprime. Donc, c'est normal qu'on te violente. C'est exactement les mêmes ressorts que dans la violence conjugale et dans toutes les sortes de violences, en fait. C'est pas lui, c'est toi qui l'as provoqué, c'est la jupe qui était trop courte, c'est les pattes qui étaient trop cuites, enfin voilà. alors là, bon, vous voyez Léa Alice, qui est aussi l'une des personnes les plus acharnées sur mon cas, qui m'a déjà incité à me suicider, qui a déjà souhaité ma mort. Là, la personne parle d'aller manifester au collège où je travaille. Ah, voilà, moi, je vote pour la thérapie à l'appel ronde. Ouais. Alors, vous voyez sur une page où on me cible régulièrement, il y en a qui parlent de me frapper à coups de pelle. Il y en a qui parlent de se présenter à mon travail. Ils savent où je travaille. Qu'est-ce que vous pensez que ça a donné comme résultat? Pendant 1 an, je suis allée travailler avec la peur au ventre parce que j'avais peur qu'ils mettent leurs menaces à exécution. Alors, j'ai eu des attaques de panique régulièrement au travail. C'est arrivé que j'arrive en retard à un cours à cause de ça. C'est arrivé que je doive interrompre un cours pour aller reprendre mon souffle puis revenir. Alors, il y a des impacts à cette intimidation-là. Puis, il est à noter qu'ils disent toujours, ah, elle se victimise, c'est de la victimite. Non, non, une femme qui va travailler puis qui sait qu'il y a des hommes quelque part qui ont dit on devrait se rendre à son travail, elle mérite des coups de pelle. Ben oui, j'ai peur. Il n'y a pas de victimisation là-dedans. C'est une peur qui est parfaitement explicable. Puis qu'en plus, Alors, il continue de dire que c'est moi l'agresseur dans tout ça. il y a vraiment quelque chose de très spécial parce qu'on a souvent dans les courants masculinistes un discours ce qu'on appelle le discours anti-victimaire, c'est-à-dire de dire que dès qu'une femme dit qu'elle a subi des violences, on va dire que c'est un discours qu'elle se victimise. Mais avec le mouvement transactiviste, ce qui est spécial, c'est qu'ils ont à la fois ce discours anti-victimaire dès qu'on dit bah, quand même, je me suis pris quelqu'un qui m'a hurlé au mégaphone dans l'oreille, et là ils disent tu te victimises. Alors qu'en même temps, dans le même temps, en fait, ils ont, eux, par contre, pour le coup, un discours je sais, que j'aurais envie d'appeler victimaire, c'est-à-dire de considérer que être victime, ça rend meilleur. Enfin, ils ont une espèce de croyance dans le fait que, alors que dans être victime, c'est juste être victime, on n'y est pour rien en fait. Ça veut pas dire qu'on est meilleur ou moins bon. C'est juste que, ben, on est victime, on l'a pas choisi.
Et eux, en même temps qu'ils ont ils ont une croyance dans le fait que, être victime rend supérieur aux autres, ils vont en même temps avoir un discours anti-victimaire parce qu'ils sont dans une sorte de course à qui aura le plus de points. Ce qui est absurde. Être victime, ça veut juste dire qu'il faut réparer les torts et qu'il faut les protéger, les victimes. Mais ça veut pas dire qu'elles sont meilleures que les autres. Voilà, donc c'est ce paradoxe, en fait, que je trouve assez étonnant chez les transactivistes. Et comme le temps file, c'est important que je parle de l'affaire diabolique. Donc, Ghislaine, à partir de la diapo 42. Alors, ça a commencé par une virée de magasinage. Je portais un t-shirt avec la même inscription qu'aujourd'hui. Ce jour-là, j'étais allée manifester. On a des manifestations sporadiques contre le fait que la théorie du genre soit enseignée dans nos écoles au Québec. Et puis, après, je suis allée magasiner. Et Diabolique, c'est une boutique qui a 2 succursales à Montréal. Quand mon ami et moi, on est partis de la manifestation, on a d'autres amis qui nous ont invités à les rejoindre pour aller magasiner. Donc, je suis allée magasiner aux 2 places. Puis, je me suis fait, la boutique m'a exposé sur les réseaux sociaux en disant que j'étais bannie de leurs établissements. Après que des détracteurs, des gens qui sont mes détracteurs, ait écrit à la boutique pour se plaindre que j'allais magasiner là. Alors, voyez, ça a commencé ici avec une photo. Moi, quand je magasine, j'ai cette habitude-là de mettre des photos de mes nouveaux accessoires, nouveaux vêtements sur Facebook. Je partage avec mes amies filles, puis bon, vous savez ce que c'est. Ah, c'est vraiment trop mignon. Nous, au Québec, on dit ah, c'est trop cute. Tu sais, ça, on parle de nos vêtements, nos accessoires, c'est aussi innocent que ça. Puis, comme je me fais traiter de turf, moi, je suis des femmes qui en sont venues à dire bon, ben, OK, je suis une turf, alors je fais des blagues avec ça. Puis peut-être que vous le voyez pas bien à l'écran, mais je venais de m'acheter un serre-tête avec des oreilles de chat. Puis je me souviens qu'à un moment donné, on disait qu'aller dans les manifestations féministes avec des oreilles de chat sur la tête, c'était transphobe. Alors, j'ai jamais compris le lien qui était fait avec la transphobie, mais donc j'ai écrit, j'avais déjà un look de turf pour la manifestation de ce matin. Et là, je ressors de ma boutique préférée avec un look super turf. Alors, c'était une blague que j'adressais à ceux qui me suivent sur Facebook. Mais comme vous pouvez le voir, La Honte Québec a exposé la photo. La photo a circulé parmi ceux qui me harcèlent. Tu peux continuer de descendre, Ghislaine. Alors là, on voit un extrait de conversation. Mathieu Tremblay, qui est quelqu'un qui fait assez régulièrement des commentaires à mon sujet, qui parle de me faire barrer de l'endroit. Puis Pat Gagnon aussi qui dit je l'ai stoulé. Ça, pour les Européennes, stouler, ça veut dire dénoncer. Je l'ai stoulé à l'hôte des soirées de l'au-delà. Alors, on voit qu'il voudrait me faire exclure des soirées gothiques. Je vais revenir là-dessus parce que dernièrement, on a aussi essayé de me faire exclure d'un autre commerce. Donc, tu peux continuer à descendre, Ghislaine. Là, je vous montre la boutique Diabolique a pris ma photo et a fait la story que vous voyez. Alors, vous voyez ce qui est écrit sur mon t-shirt, là, c'est caché. Et ça dit texte blessant. Mais rendez-vous compte, là, le texte blessant, c'est j'aime J.K. Rowling, femme égale humain adulte femelle. Quelqu'un qui dit que c'est blessant qu'une femme dise que c'est une femme, je regrette, mais c'est de la misogynie très profonde. Peux-tu continuer à la diapo suivante? Alors, vous voyez ici, soyez prudent en regardant la prochaine partie de la story, contenu sensible. Et finalement, la dernière partie de la story, c'est la même chose que la première partie, mais là, le t-shirt n'est pas couvert. Et ça dit, nous ne supportons pas cette idéologie, nous ne supporterons jamais cette idéologie. Sincèrement, une équipe colissement fière. Alors, pour les Européennes, calice, c'est un gros mot qu'on utilise au Québec qui vient de calice. Au Québec, on utilise des termes religieux qu'on déforme comme calice, tabarnak, hostie.
Mais Calice, ça ne s'écrit pas avec un AU, par contre. Alors, bref, puis c'est écrit banni de nos établissements, banni avec un T. Alors, bref, la qualité du français de cette story qui a été exposée sur Instagram, Facebook et Twitter est à la hauteur de leur droiture morale. Parce que vous vous rendez compte, ils m'ont exposé comme ça publiquement. J'étais cliente de ce magasin-là depuis plus de 20 ans. Ils se sont carrément servis de moi, sûrement en s'imaginant que ça allait leur faire de la bonne publicité, mais ça n'a pas tourné comme la propriétaire s'y attendait. Parce que suite à la story, ils ont reçu beaucoup de messages. C'est la propriétaire elle-même qui me l'a dit. Moi, j'en avais pas encore parlé publiquement à ce moment-là. Ici, on voit que la Honte Québec, la page qui me ciblait tout le temps, a mis la story en capture d'écran et a écrit ceci. Annie-Ève Collin, bannie de sa boutique préférée. Boutique Diabolique a banni Annie-Ève Collin de sa boutique après avoir été informée qu'elle s'y serait rendue avec un T-shirt transphobe après avoir participé à une manifestation de TERF. Elle s'est vantée elle-même sur Facebook d'être allée chez Diabolique. Voyez comment c'est formulé. Je me suis pas vantée d'être allée chez Diabolique. J'ai dit que je suis allée chez Diabolique. La boutique a vite été informée qu'une turf assumée avait l'habitude d'aller magasiner dans leur établissement. La direction a pris l'affaire au sérieux et l'a banni. Alors, ici, j'attire votre attention sur le fait que l'admin de la page le dit lui-même que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est des gens qui se sont plaints à la boutique. Moi, j'ai magasiné à la boutique le 25 mai. La story que vous avez vue, elle a été publiée le 5 juin. Moi, au moment où j'ai magasiné le 25 mai en portant mon T-shirt, je n'ai que magasiné, j'ai acheté beaucoup de choses. Il n'y a pas eu de problème dans la boutique. Je ne me suis pas fait dire à ce moment-là, pourrais-tu cacher ton T-shirt? Je ne me suis pas fait demander de sortir, j'ai simplement magasiné. C'est vraiment après que les gens qui me harcèlent aient contacté la boutique pour dire ah, ça nous dérange que cette personne-là magasine dans votre magasin. Puis c'est suite à ça qu'ils ont fait la story. Puis pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que à ce moment-ci, vous pourriez mettre dans le chat les liens pour mon entrevue avec Sophie Durocher sur YouTube, puis l'article du Journal de Montréal qui est paru. Quand la propriétaire et les employés de la boutique se sont rendus compte qu'ils avaient mal calculé leurs affaires parce qu'ils recevaient beaucoup de backlash. Comment on pourrait dire ça en français? Ils recevaient beaucoup, beaucoup de retours négatifs à cause de leur story. Mais ils s'attendaient à quoi? Un magasin qui se vante publiquement d'exclure des clients pour des désaccords idéologiques, c'était sûr qu'il allait y avoir des gens qui allaient mal réagir. Puis la propriétaire, elle m'a demandé à moi de dire aux gens qui lui écrivaient d'arrêter de lui écrire. Alors, premièrement, moi, je ne sais pas qui a écrit à la boutique. C'est pas nécessairement des gens qui me connaissent. Ils recevaient des messages avant que moi j'aille à l'émission de Sophie Durocher pour en parler. Avant même que j'ai écrit quoi que ce soit sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, c'est la boutique qui avait mis ça public. Donc, c'est eux qui se sont mis dans la situation de recevoir des commentaires de gens qui ne trouvaient pas ça acceptable. Et Sophie Durocher m'a invité à son émission pour en parler. Puis là, si on revient à la présentation PowerPoint, on peut voir que la Honte Québec s'est fait demander de retirer sa publication parce que la propriétaire de la boutique, quand elle a vu que beaucoup de gens réagissaient mal, elle aurait voulu que cette histoire-là arrête de faire des vagues. Mais je lui ai dit, ben, aussi longtemps que la publication sur la Honte Québec va circuler, les gens vont continuer de voir ce qui s'est passé, hein.
Puis là, on met sur mon dos le fait que la boutique se fasse harceler. Moi, je suis allée à l'émission de Sophie Durocher. Bien sûr que j'ai utilisé les moyens qu'on me donnait pour dénoncer le fait qu'un magasin embarque dans des guéguerres sur les réseaux sociaux puis se servent d'une cliente pour faire de l'étalage de fausses vertus. Puis en fait, juste le fait de refuser de servir quelqu'un à cause de ses convictions politiques, c'est inadmissible. Puis, si vous écoutez l'entrevue avec Sophie Durocher, vous allez constater qu'ils ont essayé de rattraper le coup. En plus de m'avoir exposé publiquement, ils ont ajouté à ça un mensonge. Ils ont prétendu que la vraie raison de mon bannissement, c'était que j'allais sur place pour embêter les employés, ce qui est complètement faux. Je n'ai jamais fait ça. Ils ont essayé de me faire porter la responsabilité. Alors, en fait, je trouve ça tellement odieux de leur part parce que la propriétaire m'a reproché d'être allée à l'émission de Sophie Durocher. Attends, ta boutique m'expose sur les réseaux sociaux. Vous ajoutez à ça un mensonge pur et simple, et puis il faudrait que moi je me sente mal d'en avoir parlé. Je regrette, mais je me sens pas mal. Alors, ça, c'est pour ce qui est de la boutique diabolique. À nouveau, ça a été traité seulement par Québécois. Bon, alors Tommy Godette me harcèle de façon incessante depuis 2023. Ça a commencé avec Unique en son genre. Alors, vous voyez ici, Annie-Ève Collin a fait une autre vidéo sur l'exposition Unique en son genre. Il insiste toujours sur le fait que j'ai fait plusieurs vidéos, mais il n'adresse jamais le fait, il n'adresse jamais ce que je dis dans les vidéos. Puis pourrais-tu continuer de descendre, Ghislaine? Descends lentement. Alors, vous voyez, ici, on voit qu'il a catégoriquement refusé d'échanger avec moi. Alors qu'il prétend avoir essayé de me comprendre, puis ici, je vais céder la parole à Marie, euh, qui va commenter son récent marathon à mon sujet. Alors, il a complètement refusé d'échanger avec moi. Puis, là, le 22 février dernier, il a carrément fait un marathon qui a duré 16 heures. Plus de 16 heures à faire passer des vidéos de ma chaîne YouTube prises n'importe comment, puis il n'écoute même pas. Et là, de ce que je comprends, il n'y a pas une seule femme qui prend la parole, en fait. C'est que des hommes pendant tout le marathon. Moi, on m'entend en background en vidéo, mais il parle par-dessus moi tout au long. Mais Marie a des Ouais. commentaires à ce Enfin, sujet-là. franchement, moi, je vous invite quand même à aller voir, pas regarder les 16 heures, hein, parce que c'est insupportable. Mais c'est 16 heures de misogynie pure, en fait, où on a des hommes qui mettent une femme en fond d'écran, qui la font parler et qui parlent sur elle en se foutant de sa gueule. Mais c'est vraiment d'une misogynie absolument incroyable. Et on se disait, en 16 heures de temps, ça aurait été super intéressant de se dire, bah, 16 heures pour critiquer la pensée de quelqu'un. Mais carrément, ça aurait été génial. Moi, je vois, j'ai une de mes meilleures amies, on est devenues copines parce qu'on n'était pas d'accord et que c'était génial le débat démocratique avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Ça aurait été passionnant. Et là, c'est pas du tout ça. Ils braillent en fait, on les entend brailler, on dirait des gens bourrés, haineux. Enfin, il y a vraiment un exercice de silenciation et d'humiliation d'une femme par des hommes. Alors ça fait beaucoup de bruit, ça fait mal à la tête, on peut pas regarder en entier, c'est trop fatigant. Et le terme qui m'est venu en regardant, c'est un terme que j'utilise pas souvent, mais c'est beauf. C'est une bande de beaufs. Alors, j'ai fait un post Facebook pour demander la traduction de beauf au Québec. Alors, au Québec, alors merci à celles qui ont répondu. On dirait un mononcle ou un gros colon ou un toxon. Voilà les réponses que j'ai obtenues. En tout cas, c'est quelqu'un de lourd, de raciste, de misogyne, de pas drôle, qui donne toujours son avis, qui est stupide, vulgaire, méchant. Enfin voilà. Et en fait, juste pour l'anecdote, le beauf, en fait, c'est un personnage de Cabu, un dessinateur de Charlie Hebdo qui a été assassiné le 7 janvier 2015 lors d'un attentat terroriste qui visait
la liberté d'expression. Donc voilà, du coup, la boucle est bouclée. Voilà, c'est comme, enfin voilà, voilà, c'est un mot que j'utilise pas beaucoup, mais là vraiment, c'est le mot qui me venait. Et alors, il y a des choses aussi qui sont revenues dans cette vidéo, il y a une technique d'agression intellectuelle qui s'appelle l'homme de paille. Alors, il s'agit de choisir une victime et de vouloir s'attaquer à ce qu'elle dit sans fournir d'efforts intellectuels, parce qu'on n'a pas d'argument pour contrer le propos de la victime. Et cette technique de l'homme de paille, ça consiste à modifier le propos de la victime et de lui prêter des propos qu'elle n'a pas tenus. Comme ça, comme le discours de la victime est trop complexe à démolir, on a un homme de paille qui est plus facile à démolir et ça permet de discréditer à moindre frais une personne et son propos sans faire d'effort. Et un des hommes transidentifiés qui est présent parle à un moment donné de la technique de l'homme de paille. Et là, encore inversion de culpabilité. Bon, il ne connaît pas le nom de cette technique, mais on comprend que c'est de ça qu'il parle. Il reproche à Agnès de pratiquer la technique de l'homme de paille. Il dit, oui, elle dit que les transactivistes, ils disent que le sexe, ça n'a pas d'importance et c'est pas vrai. Et juste après, en fait, il nie que, enfin, en fait, on voit qu'il nie l'importance du sexe. Donc, c'est pas un homme de paille, en fait. Effectivement, les transactivistes nient l'importance du sexe, puisque juste après, Agnès est en train de parler des violences sexospécifiques, donc basées sur le sexe, et eux, ils disent non, non, ça n'existe pas. Et juste après, il lui-même fait un homme de paille en disant que Annie-Ève dit que les personnes trans n'ont pas le droit d'exister. Et ça, c'est réellement un homme de paille, parce que moi, j'ai quand même regardé pas mal de vidéos et lu de textes d'Annie-Ève. Jamais je l'ai entendu dire que les personnes trans n'ont pas le droit d'exister. Enfin, je veux dire. Et là, c'est vraiment une inversion de culpabilité. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'ils disent quelque chose de faux, et que juste après, bah oui, on a les vidéos d'Annie-Ève qui parlent. Donc, elle va dire le contraire. Donc, on va voir, nous-mêmes, on va voir que c'est pas ça qu'elle dit. Et à ce moment-là, il y a Tommy Godet, donc c'est le type qui est à gauche, là. Systématiquement, il se ferme comme ça. Il a l'air complètement hébété parce qu'elle dit le contraire de ce qu'il dit qu'elle dit. Et là, il dit combien ils ont gagné d'argent avec la collecte. Enfin voilà, c'est assez hallucinant. Donc évidemment, il y a le discours anti-victimaire, etc. Mais alors je vous invite à regarder 7h à 7h56 33, justement parce qu'il y a Agnès qui parle des violences sexo-spécifiques. Et il y a 3 mecs qui sont là en dessous. Il y en a un qui est mort de rire pendant qu'elle parle des violences, excisions, etc., des mariages forcés, hein, des petites filles et tout. Hein. Bon, il y en a un qui est mort de rire. L'autre, Tommy Godet, il fait la chèvre. Et le troisième, bah, il rappelle que les hommes aussi subissent des violences. Donc, on a vraiment un échantillon des masculinistes habituel, quoi. Donc ça les fait rigoler, alors que personne n'a jamais dit que enfin, on n'est pas en train de dire qu'il y a que les femmes qui subissent des violences, mais simplement on est en train de parler malgré tout des violences faites aux femmes. Et juste après ou juste avant, je sais plus, il y a une chanson qui est vraiment hallucinante où ils sont explosés de rire par rapport alors le titre c'est Toilette pour hommes, toilette pour femmes. Et ils sont morts de rire parce que le gars qui chante, qui doit venir du sud de la France, vu l'accent, il dit ah, imaginez une femme qui se fait épier et violer par un homme dans les toilettes. Et là, ils sont morts de rire. Imagine une gentille mamie qui se fait suivre et détrousser et violenter. Ah, mort de rire. Un enfant dans toute sa candeur qui croise un pédophile. Et ils sont explosés de rire. Donc voilà, c'est vraiment la terreur qui fonctionne par le fait de discréditer le recours à la loi, parce qu'à la fin, ils finissent par dire « Oh là là, il faudrait des policiers qui surveillent l'entrée des toilettes. » Donc vraiment, on est terrorisés parce qu'en fait, ils se foutent de la gueule de toutes les lois qui pourraient nous protéger. Voilà. Et je veux quand même citer le passage où de 5h14 à peu près à 5h14 jusqu'à 5h15, ils expliquent pourquoi. Alors, c'est pas parce que tu as mal fait cuire les pâtes, mais c'est pareil. Hein. En gros, tu t'es pas bien comporté selon eux, donc tu mérites ça. Et à ce moment-là, Tommy Godet, alors là, voilà, dans toute sa splendeur, qui dit « Mais pourquoi elle fait pas des bijoux ?» Alors voilà, nous, en tant que femmes,
Voilà, on ne doit pas s'intéresser à la philosophie, on ne doit pas réfléchir, on doit faire des bijoux, donc c'est bien clair, on doit rester à notre place de femme, voilà. Il y a je veux Ghislaine, est-ce que tu pourrais montrer la diapo 71? On n'aura pas le temps de tout montrer, mais je Ouais. veux montrer au moins une réaction au marathon. Donc, Marie vient de vous parler très, très fort, justement, de comment le marathon s'est passé. Puis c'était 16 heures sur mon cas. Continuez à descendre, Marie. Mais là, on voit, bon, victimile, donc on voit le sexisme de cette réaction-là. On comprend le lien. Bon, voilà. Alors, agrandis-le, s'il te plaît. Alors ici, la personne dit, le pire, c'est que je l'ai vu la veille. Je vous ai dit qu'ils ont essayé de me faire exclure d'un autre commerce, mais là, j'ai caché le nom du commerce parce que là, le propriétaire de ce commerce-là, il a eu le bon jugement de ne pas embarquer là-dedans. Alors, je ne veux pas lui faire risquer de l'exposer, puis d'avoir que ce soit d'autres problèmes avec mes harceleurs ou des gens qui prétendraient me défendre. Je veux le garder en dehors de ça, mais la personne a écrit le pire, c'est que je l'ai vu la veille au cabaret habillé en gothique et portant des écouteurs, mais je ne l'avais pas reconnu. Dans le cas contraire, j'aurais demandé au responsable de l'expulser des lieux. Mais voyez, il dit qu'il ne m'avait pas reconnu. Ça veut dire que c'est une reconnaissance indirecte que je faisais rien pour me faire remarquer. Je ne dérangeais personne. Il aurait fallu m'expulser juste à cause des idées qui sont dans ma tête. Puis, il dit aussi, j'ai aucun respect pour la Colin, je deviens enragée quand un de ses vidéos ou un de ses statuts est partagé, surtout lorsqu'elle s'attaque à Tommy. Alors, c'est moi qui m'attaque à Tommy. Il fait un marathon de 16 heures dans lequel il dit explicitement que son but, c'est de faire de moi une joke. Donc, pour les Européennes, de faire de moi une blague. Son but, c'est de me discréditer. Mais ce fan-là de Tommy Godette, il prétend que c'est moi qui m'en prends à Tommy. Puis, parlant de mensonges, alors Godette, il prétend qu'il ment pas, qu'il fait juste exposer ce que je fais, mais regardez la diapo suivante, c'est un des meilleurs exemples de mensonges de sa part à mon sujet. Ça, c'est une publication qui est apparue sur Gothique Québec, qui, comme vous le nom l'indique, c'est un groupe pour Gothique sur Facebook. Voyez, il y en a une partie qui est cachée. Puis il prétend que c'est le nom d'une femme trans, mais genrée volontairement, qui est là. Puis il met en évidence le fait que j'ai ri du statut. Le tout pour faire croire à ceux qui le suivent que moi aussi, je suis des pages où on rit des gens puis que je me moque des personnes trans. Mais c'est pratique, hein, quand on peut cacher une partie du statut. Alors, voici ce qui était réellement le statut que vous voyez là. D'abord, il faut que j'explique aux Européennes qu'au Québec, le mot moine, on l'utilise comme euphémisme pour parler du pénis. Je pense qu'en Europe, vous n'avez pas cette expression-là. Alors, sur Gothique Québec, l'admin avait écrit mon voisin gothique, Martin Lemoine Allaire, a été élu président d'un club naturiste. Alors, il n'y avait pas de vraie personne de visée. C'était un jeu de mots avec des noms de famille. Lemoine et Allaire, c'est deux noms de famille. Puis ce qui était drôle, c'était l'idée qu'un homme qui s'appelle Lemoine Allaire soit président d'un club nudiste. Alors ça, c'est un mensonge pur et simple. Et si Tommy Godette avait vraiment des cas où j'ai ri des gens, où j'avais participé à de la cyberintimidation, ben, il n'y aurait pas besoin de mentir comme ça pour valider ce qu'il raconte à mon sujet. Et pour finir ça en beauté, le 26 février au Canada, c'est la journée du chandail rose contre l'intimidation. Voyez ce qu'on m'a écrit. Parce que je témoigne du harcèlement dont je fais l'objet, puis en fait, dans ma vidéo, je m'adresse à ceux qui sont victimes d'intimidation en espérant leur donner des trucs pour pouvoir être mieux préparés par rapport à ça. Puis, voici le commentaire que j'ai reçu sous cette vidéo-là. Et ça, c'était après le marathon de Godette. Puis on voit que tout est dans tout. Tu n'as pas fini d'en subir. Je ne sais même pas qui tu es, mais en plus d'être banni du diabolique, bon, un autre qui sait bien écrire.
Maintenant, bon, là, on parle du même cabaret dont il était question précédemment. La personne me dit, si tu y es aperçu, tu te fais mettre dehors. Tu ne fais que ça de la discrimination qui en fait de l'intimidation. Je ne te veux aucun mal ni aucun bien. Tu vas juste subir ce que tu sèmes dans le futur très proche avec 3 têtes de mort. C'est presque pas une menace, hein? Puis tu devrais te faire oublier car le pire est à venir. Prends ça pour un conseil. Mais non, 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 ils disent non, c'est pas vrai qu'on fait de l'intimidation à Annie-Ève Collin. Tout ce qu'on fait, c'est critiquer ses propos. Est où la critique de mes propos dans ce commentaire-là? Puis Marie peut vous le confirmer. Est-ce qu'il y a de la critique de mes propos dans le marathon de Godette? Non, mais c'est ça qui est absolument, enfin, c'est presque décevant en fait. Il y a rien, il y a rien, et il y a, c'est vraiment une façon de réduire l'autre à quelque chose qui s'agite en fait. Il y avait une définition qui nous avait été donnée au début sur la violence, c'est de réduire l'autre à son corps et de nier en fait ce qu'elle pense, de nier ce qu'elle crée et là c'est vraiment tout à fait ça. Du coup, dans les questions, il y avait la première, c'était est-ce que il y a des personnes qui vous soutiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui te soutiennent? Comment ça se passe en fait par Ben rapport à déjà, ce oui, il harcèlement? y a le World, le Women Declaration International qui me soutient aujourd'hui. Puis oui, en fait, à mon travail, on n'a jamais pris au sérieux. Surtout que ceux qui contactent des gens à mon travail, ils inventent des histoires, mais comme ils ne me connaissent pas, les mensonges qu'ils racontent, souvent, ils sont invraisemblables du point de vue de quelqu'un qui me côtoie. Alors, heu, ils vont tout au plus m'informer de ce qu'ils ont reçu. Quand ils reçoivent des messages qui disent: «Elle fait telle ou telle chose de pas correct au travail», ben, ils peuvent vérifier, hein, parce qu'on a des comités de plan de cours, il y a une transparence, dans notre travail. Alors, ils savent tout de suite que c'est des histoires, inventées. Puis, bon, je vais me permettre une petite pointe au woke. Étant donné que j'ai été assez intelligente pour pas avoir de woke parmi mes amis, mes amis restent amis avec moi, même si je refuse de confirmer qu'il y a des femmes avec un pénis. Mmh. Donc, Ouais, mais c'est vrai oui, qu'il du soutien, j'en ai, mais c'est quand même difficile à vivre, surtout que moi, quand pendant toute l'année où j'ai eu peur d'aller au travail, c'est-à-dire en fait la session d'hiver dernier en 2024, plus l'automne 2024, c'est que, bon, j'avais informé la police, mais la police ne peut pas intervenir simplement parce que des gens disent qu'ils vont aller manifester. Mais les policiers m'ont dit, s'il y a un attroupement devant chez vous ou devant votre travail, appelez-nous. Oui, mais moi, j'ai le temps de recevoir un projectile ou un coup entre le moment où j'appelle la police puis le moment où les policiers arrivent. Alors, c'est ouais. quand même très, très lourd à porter. Puis, comme je reçois souvent des commentaires du genre: «Il y a personne qui t'aime, tu as aucun ami», se faire dire ça, même si on a des signes empiriques que c'est pas vrai, ça fait quand même mal. Alors ça, je veux quand même dire que c'est quelque chose d'assez typique à enfin, à ce communautarisme. On m'a fait quand je subissais du harcèlement, c'est ce qu'on me disait: «Oh mais tu plus d'amis». Ces gens sont tellement communautaristes qu'ils sont persuadés qu'en dehors d'eux, il y a personne et donc ils sont complètement fermés sur eux et pour eux, les gens de l'extérieur qu'après on est quand même plein à apprécier ton travail, apprécier ce que tu fais, apprécier qui tu es, mais comme pour eux, on n'existe pas, vu qu'on n'est pas vraiment des humains, vu qu'on est hors de leur communauté, bah, du coup, c'est qu'il y a personne qui t'aime. Voilà, leur raisonnement, c'est un peu ça. C'est assez flippant. Il y avait une autre question, enfin, il y en a deux qui se rejoignent un petit peu. Comment l'employeur réagit aux demandes des activistes et comment les étudiants se comportent en classe? Ah, écoutez, les étudiants, je les garde en dehors de ces histoires-là. Mais je devine que la question, c'est peut-être un petit peu plus, est-ce que les étudiants, généralement, ont la mentalité woke, la mentalité transactiviste? Je suis pas totalement, en fait, assez peu au courant des idées sociopolitiques de mes étudiants.
je leur donne des cours. Dans les examens, ils doivent montrer qu'ils ont intégré la matière. Mais je peux vous dire que je reçois des confidences d'étudiants qui, eux aussi, ont des malaises par rapport aux idéologies postmodernes, y compris l'idéologie du genre, puis qui disent, ben, on sent que, comme, j'ai des étudiants qui vont me dire des choses comme, écoutez, madame, je suis pas con, je le sais que les femmes ont pas de pénis, et parfois, j'ai l'impression que dans certaines classes ou dans certains cercles, si je dis une évidence comme celle-là, je risque de me faire... bon, je veux pas répéter de confidences d'étudiants mot pour mot parce que justement, ce sont des confidences. Mais tout ce que je peux donner, ce sont mes impressions. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'une majorité d'étudiants adhèrent aux idéologies postmodernes. Mais comme je vous dis, je ne le saurais pas parce que j'ai pas du tout l'habitude de mettre mes étudiants en position d'être obligés de donner leurs opinions, premièrement. Alors, c'est seulement ceux qui choisissent de m'en parler sur le ton de la confidence, en fait. C'est Mhm. seulement dans ces situations-là que j'ai l'occasion d'avoir une petite idée de... Mais est-ce que tu pourrais me relire la question, Marie, parce que je veux m'assurer que je passe pas à... C'était ça, comment les étudiants se comportent en classe. Et il y avait une autre question, Ça je va les très avais... bien avec mes étudiants D'accord. de façon générale. Et il y avait une autre question, je les avais mises ensemble, mais peut-être à tort. Comment l'employeur réagit aux demandes des activistes? Ah ben, je pense que j'ai répondu à ça tout à l'heure. Ouais. Tout au plus, ils vont m'informer de ce qu'ils ont reçu. Mais la plupart du temps, ils m'en parlent même pas parce que, écoutez, je suis pas le seul prof. Puis ça peut être pour toutes sortes d'idées politiques différentes. Je sais que j'ai un collègue qui s'est déjà fait faire la même chose que moi, mais dans son cas, c'était parce qu'il avait exprimé ses opinions pro-Palestine, mais en dehors de son travail. Mhm. Mais il y a des gens qui comprennent pas que c'est pas parce que notre travail, c'est d'être enseignant qu'on n'a pas droit à nos opinions en tant que citoyen. Le fait qu'on s'exprime dans des journaux, sur les réseaux sociaux, on fait ça en notre nom propre. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'un prof, c'est un prof 24 heures sur 24. Mais ce n'est pas le cas. Quand on ne travaille pas, on est des citoyens. On parle en notre nom de citoyen et c'est tout. Oui. Donc, bref, la réaction de mon employeur, c'est soit de rien faire ou tout au plus de m'informer. Mhm, d'accord. Ben, merci. On avait encore une question qui était, est-ce que pour te protéger, les différents événements, tu les as enregistrés pour éviter la calomnie par la suite ou des choses comme Oui, ça? oui. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un réflexe que tu as. Alors là, c'est une question plus générale, mais que je pense qu'on se pose toutes, en fait. C'est comment ces gens-là considèrent l'importance du sexe dans les soins de santé? Je ne sais pas si tu peux répondre parce que... En fait, il faudrait le demander à eux, puis je soupçonne que Oui, si on le faisait, ils se mettraient à patiner parce qu'ils peuvent pas prétendre que ça n'a pas d'importance, mais c'est ça, c'est que leur idéologie est tellement incohérente que dès qu'on leur pose des questions, ils s'embourbent eux-mêmes, puis là, ils se protègent en disant qu'on est des bigots parce qu'on pose des questions. Mais écoutez, puis bon, c'est vrai, j'ai pas mentionné, en ce moment, je suis en dépression légère à cause du harcèlement incessant. Vous savez, aller travailler pendant 1 an en ayant peur, ça finit par avoir des effets quand même à long terme. Oui, puis quelqu'un dans le chat, je vois, mentionne Amy Ram. En fait, j'avais pensé à dire que j'étais presque gênée de témoigner aujourd'hui, la même semaine où Amy Hélène Ram, qui est une infirmière canadienne, a été congédiée pour des propos semblables aux miens. Alors, une infirmière qui est blâmée d'avoir conscience de la biologie humaine élémentaire, c'est quand même quelque chose, hein? oui.
Non, mais de toute façon, là, j'ai bien aimé aussi ta vidéo sur le chandail rose. J'ai trouvé que tu donnais pas mal de conseils sur comment on fait et tu décryptais aussi pas mal la stratégie des agresseurs, qui me faisait penser un petit peu au livre de Marie-France Irigoyen quand elle explique que dans le harcèlement moral, ils vont faire des choses qui sont très, très dures à noter quand on est victime, mais que quand on le connaît, on arrive à nommer ces techniques-là, parce que justement, c'est ça l'intimidation, c'est ça le harcèlement moral, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse pas vraiment nommer. Mais on va y arriver à le nommer. Et à force d'en parler, à force qu'on soit ensemble, qu'on dénonce collectivement, est-ce qu'on va lancer un MeToo TERF? Je sais pas, mais peut-être qu'il va falloir, parce que c'est pareil, tu vois, quand ils te reprochent de reprendre le terme TERF, mais qu'est-ce qu'ils font les queers, à part se réapproprier une insulte? Ben oui, ben c'est ce qu'on fait en fait. Quand on dit on est des TERF, de la même façon qu'eux disent on est des queers, c'est une insulte à la base, queer. Donc c'est exactement la même chose. Et là, ce qu'on fait, c'est de dire les choses. Alors je voudrais quand même dire qu'on a une adhérente du WDI France qui est enseignante, qui a été victime aussi d'intimidation. Enfin, on est nombreuses à être victimes, mais là c'est très récent. Il y a une lettre anonyme qui a été envoyée à son employeur, l'accusant d'être transphobe. Alors, elle a répondu, elle s'est pas démontée, elle a répondu publiquement sur sa page. Et voilà, en fait, ils veulent nous faire taire, mais on va pas se taire. Donc, et là, il y a une initiative qui est en cours, en fait, du Front féministe international pour justement recenser les féministes victimes de la violence des mouvements transactivistes. Et sur ta page Facebook aussi, Agnève, j'ai trouvé ça intéressant quand tu as fait en publication Oui, épinglée la liste des c'est victimes. aller sur ma page Facebook sans le mot perso, c'est ma page publique. Dans les Ouais, publications épinglées, j'ai fait une liste des personnes que je connais, incluant des personnalités publiques qui ont été intimidées pour s'être opposées à l'idéologie queer. Alors, si c'est votre cas et que vous voulez aller ajouter votre nom, vous pouvez y aller. D'ailleurs, peut-être qu'on peut mettre le lien pour la publication dans le chat. sur ta page Facebook. Et voilà, en fait, c'est toutes ces initiatives et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité, pour te donner la parole, parce que ça fait quand même un moment que ça dure, cette intimidation. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est... On était victimes isolées, il y a pas mal d'années, on était chacune isolée de notre côté, mais là, il y a vraiment une volonté de se mettre ensemble. Ils veulent nous isoler, mais ils vont pas nous isoler, donc voilà. Euh, alors là, je pense qu'on arrive vraiment à la fin du webinaire, donc vraiment merci pour ta présentation. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Et merci à tout le monde. Le sexe, lui, il n'est pas normatif. Il est simplement descriptif. On essaie de nous leurrer avec des expressions fallacieuses comme le présente genre à date, c'est assigné à la surtout un naissance peu son ou le incompréhension de la sexe notion de assigné à la genre. naissance. Elle dit que le genre est normatif, Quand puis un ensuite elle revient médecin, avec la à notion du sexe l'échographie biologique. ou à la naissance d'un bébé, Il y a quelque chose annonce aux d'extrêmement parents que capital qu'elle écarte complètement là-dedans, c'est que la notion de genre, en fait, recouvre complètement la notion de sexe. C'est la notion de genre, c'est au niveau des symboliques culturelles et sociales, c'est quelque chose qui recouvre puis annule la question du sexe biologique. Puis c'est subtil, mais ici, Aniev, comme tasse complètement cette notion-là, parce que le fait est que c'est qu'on assigne symboliquement qu'une personne appartient à un genre ou à un autre. Puis ça, c'est secondaire au sexe biologique, puis c'est ça qui est socialement très déterminant puis significatif. Voilà. Imaginez une femme aller à la toilette et se retrouver nez à nez avec un homme. Un homme qui s'identifie à une femme, mais avec des poils et des muscles d'homme. Wow! Imaginez aussi un homme aller à la même toilette Un homme qu'une homme? femme. Qu'une femme, Tommy? Afin de l'épier, la violer, il y a des détraqués. Il s'intéresse, lui, aux femmes. Pourquoi tu demandes au monde? Toilette Pour les dames!
toilette pour les hommes. Les dames vont d'un côté, les hommes vont de l'autre côté. C'est une question d'intimité, c'est une question de sécurité, yeah, baby! On vérifie pas si une fillette s'identifie au genre féminin avant de couper son clitoris. L'excision, c'est pratiqué sur la base du sexe C'est très horrible, des d'ailleurs. personnes excisées. Quand on force des jeunes filles à épouser des hommes qui les mettent enceintes en série, ça n'a rien à voir avec leur genre et tout à voir avec leur sexe. C'est dans la mesure où ces filles-là ont un vagin et peuvent être enceintes qu'on les exploite. Ah, tabarnak. J'en Donc, veux un. parce que je peux pas être genre, exploité c'est puis un être excisé, ensemble de J'en faits veux un. sociaux. quand je suis enfant, je suis pas une Chaque femme. Ça, c'est juste un se fait petit une commentaire. conception de la féminité Excusez. et de la Il y a des affaires plus intéressantes qui masculinité viennent d'arriver. qui ne se limite jamais strictement aux différences biologiques. Et merci au chat.